Bonsoir à tous, bienvenue à la Société d'Histoire des Français de Chine. Alors, ce soir, on est extrêmement heureux d'organiser cet événement avec Thomas Coumans. On va parler de la basilique de Shoshan qui nous intéresse tous en tant qu'habitants de Shanghai. Michel, tu vas faire les présentations. Je vais faire la présentation de la Société d'Histoire et je vais passer par les rituels qu'on a habituellement ici, c'est-à-dire qu'on va remercier ceux grâce à qui on a organisé cette conférence ce soir. Et malheureusement, ils ne sont pas là parce qu'ils sont malades, ils ont le Covid. Donc, ce qui arrive à pas mal de monde en ce moment. Donc, on remercie bien évidemment le cabinet Dao et Philippe Snell en particulier qui nous ont permis d'organiser deux conférences de suite de la Société d'Histoire ici. Donc, c'est vraiment un soutien régulier que nous avons de la part de Dao, qui depuis le départ en fait de la Société d'Histoire, donc depuis 3 ans maintenant, qui nous aident et qui nous mettent à disposition régulièrement leur salle. Ça fait vraiment partie des personnes qui nous soutiennent de façon très forte. On remercie aussi Johan qui a installé son matériel et qui est reparti tout de suite parce qu'il a le Covid. Mais grâce à lui, on a la possibilité d'enregistrer toutes nos conférences. Donc vous savez qu'on peut retrouver nos conférences sur notre chaîne YouTube, Société d'Histoire des Français de Chine, et on retrouve les conférences en ligne, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, je voulais aussi remercier les membres parce qu'on est maintenant entre 110 et 120 membres, je crois, ce qui est assez exceptionnel pour une association francophone à Shanghai qui parle d'histoire. C'est quand même assez... quand on a lancé ça, on imaginait qu'on serait une vingtaine, une trentaine à être passionnés et finalement on est beaucoup plus et on en est très très heureux. Quoi d'autre? C'est le problème peut-être en s'avançant. Donc, et puis merci donc, bien évidemment à vous les membres, et si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas d'adhérer. On va parler tout à l'heure, plus tard à la fin de l'Assemblée Générale que nous organisons dans une dizaine de jours dans un bâtiment historique à Shanghai. Donc vous êtes bien évidemment bienvenue. Donc ce soir, c'est un moment heureux et triste à la fois. On va passer d'abord sur les parties heureuses. Donc on est franchement très heureux d'accueillir notre premier intervenant hors les murs, j'ai envie de dire hors la Grande Muraille, parce que pendant 3 ans on a été isolés pour des raisons politico-sanitaires, on va dire. Et on est donc très heureux voilà, ça fait un moment qu'on a échangé, et on y arrive enfin, on n'y croit pas, et en réalité on est sorti de tout ça, et c'est assez extraordinaire. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, et ça fait, d'une certaine façon, on est très fiers de ce qu'on a réussi à construire, et ça va continuer comme ça encore pendant pas mal d'années. Donc on compte sur vous. Très heureux, mais aussi très triste parce que, comme vous savez, ou comme vous ne le savez pas, c'est aussi la dernière conférence organisée par Michel, qui depuis 3 ans nous fait des merveilles, et comme je lui disais tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que j'ai rien besoin de faire, les conférences elles se font. Donc, c'est pas gentil de le faire à moi. Non, mais voilà. Donc, un énorme remerciement. Un énorme remerciement à Michel, ça sera compliqué de la remplacer, donc bon courage pour les suivants. Mais il faut pas. Je disais que c'était heureux aussi, donc oui, bien. On va faire des au revoir très bien ensuite, mais bon, voilà. Donc c'est un peu ça la Société d'Histoire. En réalité, c'est un petit cercle d'amis qui a décidé de faire partager sa passion, et on est très heureux de voir que la passion, on arrive à la diffuser autour de nous avec les différents formats qu'on a mis en place. Le dernier format qu'on a mis en place, donc vous connaissez les publications sur WeChat, vous connaissez les conférences, vous connaissez qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses. Et là, dernièrement, en fait, on a lancé les podcasts. Donc, d'une certaine façon, Michel ne nous quitte pas parce qu'elle va continuer à les animer avec moi. On a fait un premier podcast, si vous avez vu, il y a une dizaine de jours maintenant, avec un auteur de roman graphique, comme on dit, qui est assez intéressante, Vietnam, guerre d'Indochine, etc. Je passe rapidement. Et là, on va en avoir un qui va sortir
le 8 juin, donc c'est dans quelques jours, autour du livre de Marie-Astrid Prasch, que certains d'entre vous connaissent, qui est une ancienne d'entre nous, et qui va sortir dans 3 jours. Son premier livre, c'est une énorme réussite. Et donc on va mettre tout notre soutien, toute notre énergie derrière cette publication et ce premier livre. Mais voilà, je parle beaucoup, j'ai tendance à trop parler. Voilà, écoutez, merci d'être là. On va, après l'Assemblée Générale, on va tous partir en vacances, respirer un petit peu. Et on vous donnera aussi rendez-vous à partir de la rentrée en septembre sur le même rythme, avec des conférences mensuelles, avec des publications hebdomadaires, etc. etc. Donc restez branchés, comme on dit. Voilà, écoutez, c'était pas très préparé, je sais, mais j'avais envie de le dire. Donc Michel, je te passe la parole pour nous présenter, faire l'introduction de la conférence de ce soir. Merci. Bon, merci à tous. Déjà pour vos applaudissements tout à l'heure, c'était pas prévu. Du coup, ça m'a déstabilisée. J'aurais préféré que ça soit la fin, mais bon, on a besoin de mon papier du coup. Je vais revenir un petit peu sur ma rencontre avec Thomas, parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle et en parlant, je vous remercie très officiellement. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la Villa Basset et vous avez contribué à lever le voile par votre travail de recherche, oui, bien sûr, aux archives de Bruxelles. Travail de recherche, mais aussi, je dirais presque de détective, parce que c'était assez amusant ce qu'on a trouvé. Et vous avez contribué à lever le voile sur l'histoire de la relation entre le Crédit Foncier d'Extrême-Orient et la Villa Basset, l'édition Basset. Donc voilà, à cette époque, vous aviez terminé d'écrire votre livre sur la basilique de Shoshan, vous en aviez parlé, et je vous avais demandé, parce qu'on est à Shanghai, si vous accepteriez de faire une conférence à ce moment-là, en visio, parce que vous l'aviez dit, on avait bien le choix à ce moment-là. Et vous m'avez répondu, non, une conférence en visio, sûrement pas, j'en ai un petit peu assez, j'ai des étudiants partout dans le monde, c'est pas possible. Bon, très bien. Et vous m'aviez dit, mais si je viens à Shanghai lors de la publication de mon livre, je vous promets que je vous appellerai. Et je voulais qu'on le remercie parce qu'effectivement, il l'a fait. Il y a 3 semaines, il m'a appelé en disant « Je suis là, je peux venir ». Donc vous savez, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien. Voilà, donc je dis effectivement, je tenais à vous en remercier. Alors, votre livre, puisque votre livre sort sur la basilique de Shoshan le 8 juin. Et sa présentation aura lieu à Souchaoué. Mais ça, je vous laisserai en parler, vous en savez plus que moi. On n'est pas encore vu. Bon. Vous êtes professeur à l'université de Louvain, où vous enseignez l'histoire de l'architecture et la conservation du patrimoine bâti. Ces recherches l'ont amené en Asie, et tout particulièrement sur l'histoire des églises en Chine. Et vous avez aussi fait des recherches sur les transferts architecturaux entre l'Europe et la Chine. Particulièrement en France d'ailleurs, les églises françaises. Je regardais un peu du Vietnam aussi, mais la France. Voilà, je ne vais pas garder le micro plus longtemps, c'est pas moi que vous êtes venu voir. Donc Thomas, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Essayez de parler sans micro, on verra si... Je vais essayer de parler sans micro, je crois si que ça va. normalement ça porte suffisamment et ça évitera les bruits parasites. Je suis aussi très heureux d'être parmi vous ce soir et on va plonger dans le sujet, mais avant tout j'aimerais savoir qui a déjà été à Shoshan. À peu près tout le monde. Qui n'a pas été à Shoshan? J'étais là, mais on m'a empêché de monter en haut à cause de Covid. Donc j'étais à 200 mètres, mais pas... Très bien. Donc, je parle à un auditoire qui connaît le sujet, qui en connaît l'échelle, qui connaît le site et qui en connaît les composantes. La plupart des photos que j'amène ici sont des photos anciennes et vous allez donc pouvoir comparer la situation actuelle et qui est urbanisée complètement avec la situation ancienne qui était parfaitement rurale. Donc, on a là un contraste assez
saisissant. Après une petite introduction sur ce que sont les montagnes sacrées en Chine, en Occident, et alors le mouvement de christianisation de montagnes sacrées en Chine, j'aborderai le sujet en 5 parties. D'abord, brosser le contexte, les jésuites dans le Jiangnan et à Shanghai en particulier. Je ferai ça brièvement parce que je suppose que cela vous est familier. Ensuite, nous verrons la première phase du sanctuaire, les transformations et les projets, la construction de la grande basilique actuelle, et puis enfin les questions relatives à la signification de ce bâtiment, signification qui elle aussi a évolué évidemment au cours du temps. Les montagnes sont des lieux qui attirent des communautés religieuses. Voici quelques exemples en Chine, vous avez probablement visité, ou Taishan, ou dans d'autres pays d'Asie, Myanmar, Sri Lanka. C'est un phénomène qui est courant. De nombreux monastères bouddhistes et autres sont au sommet ou sur les flancs, ou accrochés sur les flancs de collines. Vous avez tous vu des pagodes dans les paysages chinois, à des endroits judicieusement choisis. Il y a donc là une très longue tradition multiséculaire. Ce sont des lieux sacrés qui attirent pour des raisons précises. Le même phénomène existe en Occident. Donc on touche là à quelque chose d'universel. Les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a d'une part la tradition grecque, antique, où la montagne, et le mont de l'Olympe en particulier, est le lieu de la résidence des dieux. C'est un endroit où les dieux habitent. Dans la tradition judéo-chrétienne, la montagne est un lieu de théophanie, c'est-à-dire un lieu de révélation de Dieu ou de la divinité aux êtres humains. 2 exemples que vous connaissez sans doute. Le mont Sinaï, où Yahvé a donné à Moïse les tables de la loi, lieu de révélation, dans l'Ancien Testament, ou le mont Tabor, lieu de la transfiguration du Christ. Donc là, on est au Nouveau Testament, et ça fait partie aussi de la tradition iconographique depuis l'Antiquité jusqu'à nous. Mais les montagnes sont aussi des lieux qui sont des lieux de connexion entre le ciel et la terre, et ce sont des lieux qui ont attiré les ermites, ensuite des communautés monastiques, et des pèlerinages venant rendre visite à ces communautés monastiques. C'est donc un lieu qui est plus haut que le lieu normal de la vie des gens, et ces points qui sont judicieusement choisis sont considérés comme des connecteurs ou des axes du monde, axis mundi. Donc ce sont des lieux privilégiés pour cette raison-là. On comprend dès lors que des missionnaires venant d'Occident, avec la tradition que nous voulons voir, arrivant en Chine, voyant les paysages chinois, en particulier dans le sud, et ces montagnes avec des pagodes, n'ont qu'un seul rêve, c'est de remplacer ces pagodes par des églises. Donc ça, c'est très explicite. C'est dans leurs lettres, c'est dans leurs publications, c'est une obsession. Et parmi ces obsessions, c'est particulier par rapport au bouddhisme. Donc il y a là une rivalité qui est très explicite. Et nous verrons, et c'est probablement ça la plus grande réussite de Shoshan, réussite d'un point de vue occidental bien entendu, c'est le transfert ou le remplacement d'une divinité féminine bouddhiste, Guan Yin, par la divinité féminine catholique, la Vierge Marie. Et nous verrons comment ça s'est opéré et pourquoi. Donc voici quelques exemples de pèlerinage en Chine, sur des lieux toujours choisis. Ici on est dans le Shandong, ceci c'était en Mongolie intérieure. Ça c'est le fameux lieu de pèlerinage sur l'île de Shangchuan où était enterré François Xavier, Saint François Xavier, en Chine. Il n'y a jamais mis les pieds, mais plus loin que l'île de Shangchuan. Et ceci c'est un couvent de frères maristes à Pékin. Il y a une colline, et au sommet de la colline, on plante une Vierge Notre-Dame de Lourdes. Donc, c'est une manière de christianiser des lieux par des marqueurs. Les questions que pose cette petite conférence sont les 4 questions suivantes. Premièrement, comment, en un demi-siècle, un pèlerinage local
devint la première basilique mineure catholique en Asie orientale. La deuxième question, c'est quelles furent les étapes du développement du sanctuaire marial et qui en furent les architectes? Ensuite, pourquoi le style architectural est occidental et pas chinois? Et enfin, comment les Chinois perçurent-ils ce bâtiment étranger au sommet de la colline, de leur colline sacrée, de la colline sacrée des environs de Shanghai? Premièrement, le contexte spatio-temporel. Voici en 6 cartes la croissance de la mission des jésuites dans le Jiangnan. Le Jiangnan correspond à la province de Anhui, à la province du Jiangsu et bien entendu à Shanghai. Voici, document typiquement colonial, la superposition du Jiangnan sur la France. Alors, vous verrez que Shanghai est du côté de Genève, mais ce n'est pas du tout ça le point. Hein. C'est vraiment pour visualiser des superficies, des espaces. Ça n'a rien à voir avec le relief, ça n'a rien à voir avec la localisation des villes, c'est simplement l'ampleur du champ à travailler, parce que c'est finalement ça le point de vue des missionnaires. Les 6 cartes que vous voyez, les 6 cartes en couleur, ont été dressées par le père Louis Hermand, jésuite cartographe et statisticien. Vous savez, l'amour des jésuites pour les cartes et l'amour des jésuites pour les statistiques et pour l'Église catholique en général, les statistiques, qui sont toujours croissantes. Et ces cartes montrent l'évolution décennie en décennie. 1852, il n'y a que dans la région de Shanghai, Pudong et Nankin qu'il y a une présence catholique, héritée du XVIIe siècle, et puis quelques poches. On est en période de révolte Taiping à ce moment-là, donc les missionnaires ne peuvent pas encore circuler dans l'entièreté du pays. C'est vraiment dans ces zones-là que depuis 1840, ils sont autorisés. Ici, on est après la période des Taiping, 1872, et après 1860 AD, donc l'autorisation des missionnaires de circuler à l'intérieur du pays. Et vous voyez ces petites îles ou ces îlots qui commencent à croître. Chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est la présence d'un missionnaire. Là où il n'y a pas de point rouge, il y a des communautés, mais le missionnaire vient la visiter une fois par an. Ou simplement un village avec une famille, une petite chapelle. Et vous voyez comment ces choses croissent progressivement, 1892, 1912, et là on arrive à une quasi l'entièreté du territoire est couvert, à quelques poches près. Et c'est aussi le moment où les jésuites français atteignent leurs limites. Pour 2 raisons. La première, c'est que la guerre de 14 a fait des ravages au sein des vocations. Il y a, je ne sais pas combien de millions de morts, de jeunes hommes en France qui sont morts, donc parmi lesquels quantité de missionnaires potentiels. Ça c'est un. Et deuxièmement, le territoire est trop grand. Il est trop grand et il n'est pas partout aussi facile d'accès. Le sud de l'Amroy, par exemple, est très compliqué. Et à partir de ce moment-là, les jésuites français vont appeler au secours d'autres jésuites. Pas d'autres français, d'autres jésuites. Des Italiens, des Québécois, des Espagnols, et plus tard des Californiens. Ça n'ira pas bien. Et c'est ainsi que le grand diocèse, ou vicariat apostolique de Nankin, va être divisé d'abord en 4 vicariats. Celui de Pengpu, pour la province des jésuites de Turin, celui de Anqing, pour la province jésuite du Léon, donc en espagnol, celui de Wuhu, la province de Castille, et les jésuites français gardent le Jiangsu. Donc c'est une division déjà du territoire en 2. La division suivante a lieu quelques années plus tard, avec toute la partie de Suzhou qui est refilée aux jésuites québécois, qui vont baver, c'est une région extrêmement difficile, de rebelles, de brigands, etc. Et puis progressivement, il y a aussi en 1926 le vicariat apostolique de Haimen, qui est confié à un évêque chinois. Donc ça c'est le premier évêque chinois dans tout le Jiangnan, de la famille Zhou, famille catholique depuis le XVIIe siècle de Shanghai.
Et finalement, à ce moment-là, Shanghai n'est toujours pas un chef-lieu de diocèse. C'est-à-dire qu'en 1933, que Shanghai devient le siège d'un diocèse avec son évêque propre. Et Shanghai n'est pas plus grand que ceci, donc intègre Suzhou, donc c'est ça la superficie, mais c'est une superficie qui est extrêmement densément christianisée. Il y a même à un moment le projet d'ériger le Pudong en diocèse spécifique avec son évêque propre. Et l'église de Tangutiao a été construite, elle est là d'ailleurs, une cathédrale attendant un évêque qui n'est jamais vu, qui viendra sans doute. Alors si on focus sur Shanghai, cette carte-ci, vous la connaissez, c'est la carte de Shanghai catholique, publiée en 1933. Les jésuites ne sont évidemment pas les seuls catholiques à Shanghai, mais ils en occupent des positions stratégiques, aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de la concession française, avec Sujiahui, position stratégique, mais juste à l'extérieur de la concession. Ici, tout le quartier de l'université d'Aurore et les trois églises les plus anciennes, Tongjiado, ici le Laotang et l'église Saint-Joseph, qui sont à proximité du Bund. Enfin, les grandes œuvres des jésuites sont surtout concentrées à Sujiahui, à l'université d'Aurore et à Tushanwan, qui sont les mieux connus ou les mieux étudiés aujourd'hui. Tushanwan a fait l'objet déjà de plusieurs doctorats, c'est un sujet tout à fait fascinant, de transferts culturels et de projets éducatifs et sociaux tout à fait remarquables. Et le fleuron, ou le bâtiment principal, le flagship comme on dit en anglais, c'est la cathédrale Saint-Ignace, construite dans la seconde moitié de la première décennie du XXe siècle, et qui aujourd'hui encore est considérée comme la plus grande église de l'Extrême-Orient. Je ne l'ai pas vérifié, mais je suis prêt à le croire. C'est un endroit important parce qu'en 1924, c'est dans la cathédrale et à Sujiahui que s'est tenu le premier synode catholique de Chine. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la Chine, tous les évêques ou les vicaires apostoliques des différents diocèses de Chine, qui ne se connaissaient pas, qui connaissaient tout juste leurs voisins ou ceux du même ordre religieux, et tous dépendaient de la propagation de la foi à Rome, donc ils étaient coordonnés depuis l'extérieur, c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont envisager ensemble l'évolution ou l'adaptation plutôt de la religion catholique à l'évolution de la société chinoise au début de la République. On y reviendra. Alors ces jésuites de Shanghai, dans les années 50, début des années 60, ne se portent pas bien. C'est une petite communauté, ils tombent comme des mouches, typhus, guerre, taiping, meurtre, épuisement. Donc leur âge moyen en Chine est de l'ordre de 6-7 ans, pas plus. Et le supérieur, qui voit ces dégâts de manière effrayante, se rend compte qu'il faut un lieu où les prêtres puissent se ressourcer, puissent se reposer, on appelle ça un sanatorium, et surtout survivre à ce climat terrible pendant les mois d'été. Et il s'est mis à chercher une montagne dans la région, et comme il n'y en a pas beaucoup, il y a évidemment, les jésuites cherchent toujours le mieux quand ils cherchent quelque chose, ils ont trouvé la colline de Sheshan, qui est la colline la plus haute dans toute la plaine du Songjiang. Et cette colline était en fait abandonnée. C'était une colline sacrée sur laquelle avaient existé au moins 5 temples, mais ces temples avaient été détruits par les Taiping, c'est-à-dire que le lieu était abandonné et les temples étaient en ruine. Ceci sont 2 photos anciennes montrant d'une part une ruine d'une pagode, d'une tour de temple en pierre, mais toutes les structures en bois ont disparu. Et ceci est une photo plus tardive, où on voit la basilique actuelle en cours de construction au sommet de la colline. Mais au pied de la colline, on a un petit temple. On voit très clairement ici la base du temple, la terrasse du temple avec les escaliers. Et ce petit bâtiment-ci est un temple à Guanyi. Il n'est pas sur la colline. Il a donc résisté aux appétits des jésuites, qui en 1933 la photo prouve en fait qu'il y a encore un temple et qu'il y a un culte, et nous verrons que ce culte était bien vivant et très concurrent de ce qui se passait sur les flancs de la colline. Si vous allez aujourd'hui
à Shoshan, vous verrez encore quelques éléments. La pagode a été, je ne dirais pas restaurée, mais reconstruite. Et puis vous verrez ici et là des lions, et alors ces étonnants chevaux, vous l'avez vu sur une photo, entre les bambous, et qui se trouvent gentiment parqués et faisant face à la pagode. Donc ces jésuites arrivent là à la fin des années 60, établissent un sanatorium, donc c'est un bâtiment à mi-pente sur une des terrasses d'un ancien temple, qui comprend 10 chambres, une cuisine et une chapelle, pas d'étage, donc c'est quelque chose de modeste. Mais qui est bien situé parce que Shoshan est facilement accessible depuis Xujiahui par les réseaux des canaux. Mais il se passe quelque chose en 1870. 1870 est une année horribilis pour la France. C'est la grande défaite de la guerre franco-prusse. C'est un choc terrible. Mais les Français en Chine sont aussi choqués par le massacre de Tianjin, qui a lieu en 1870. Et voilà, ceci est un éventail chinois, donc ça c'est vraiment la vision chinoise, imprimée et puis coloriée à la main, montrant le massacre de Tianjin, où le consul a été massacré et où des religieuses et des religieux ont été violés, ont été coupés en morceaux. Enfin, c'est vraiment horrible. Et à Shanghai, on a peur, parce que ce sont des mouvements qui se propagent très rapidement, et la communauté de Shanghai a peur, et le supérieur de Shanghai monte au sommet de la colline où les jésuites avaient établi une petite chapelle, un oratoire, et fait un vœu à la Vierge, ou à l'image de la Vierge qui se trouvait dans cet oratoire, et il promet que si elle sauve la communauté catholique de Shanghai, il établira un pèlerinage au sommet de la colline. Bon, alors, des vœux, c'est quelque chose de très courant. Ça existe déjà depuis le Moyen-Âge. Évidemment, il n'y avait personne qui était présent sauf le tableau et le père auteur des vœux. Mais les Taiping n'ont pas attaqué, pardon, il n'y a pas eu de massacre des chrétiens à Shanghai en 1870, et le père supérieur donc, a crié au miracle, le marin déjà, a crié au miracle et a donc dit non, on est obligé d'honorer le vœu. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. À plusieurs moments dans cette conférence, je vous montrerai des images mariales, parce que vous allez voir, c'est assez compliqué. Et la première image mariale installée dans cette chapelle, donc avant 1870, est Notre-Dame des Victoires, que vous connaissez sans doute, l'église Notre-Dame des Victoires à Paris. C'est un culte qui remonte au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. Et la statue que l'on voit aujourd'hui à Notre-Dame des Victoires est une statue du début du XIXe siècle, néoclassique avec des allures renaissantes. Mais cette image a été diffusée par la lithographie, moyen de transmission iconographique idéal du XIXe siècle. Vous voyez le passage de ronde bosse à une image bidimensionnelle. Et c'est un père chinois, Pierre Lu Baudou, qui a peint le tableau qu'on a placé dans la chapelle. Et il a peint ce tableau à partir d'une image bidimensionnelle, mais il l'a quand même un petit peu adapté. Il a placé ce grand cercle derrière la Vierge, et au milieu du cercle, le cœur. Donc il a mélangé le Sacré-Cœur déjà avec Notre-Dame des Victoires. Le Christ, évidemment, mieux, il est plus décent que le Christ occidental. Et il y a également un lien avec la Vierge d'Apocalypse et le serpent, la nouvelle Ève, au pied. Donc il y a une combinaison iconographique qui est intéressante, et nous verrons ce que cela va générer. Donc voilà le contexte. Jésuites du Jiangnan, jésuites de Shanghai, jésuites à Shoshan, le vœu, et maintenant on peut entrer dans le vif du sujet, qui est la première phase du sanctuaire. Le vœu a lieu en 1870, et l'église est construite assez rapidement, de 71 à 73.
et est consacré le 15 avril 73, et le pèlerinage peut commencer dès le mois de mai, qui est le mois marial. Alors voici à quoi ressemble l'église. Il ressemble un petit peu à une villa palatienne. C'est un plan central, plan cruciforme, plan central, qui est orienté nord-sud, donc l'entrée principale est tournée vers le sud. Alors pourquoi? Il y a des entrées latérales, et c'est un bâtiment qui est, pour la plus grande partie, en bois, qui a été dessiné et réalisé sous la direction d'un des frères charpentiers, dont les jésuites, ils avaient quelques frères charpentiers, qui étaient en fait, ils n'étaient pas des architectes, mais ils étaient des charpentiers, donc ils créaient des églises essentiellement en bois, avec uniquement les murs extérieurs en briques, ce qui est le cas ici. Donc les colonnes sont en bois, les arcs sont en bois, les voûtes sont en bois. Donc, en fait, ce sont des portiques chinois, et la voûte est suspendue. Donc c'est une construction qui a l'air d'être une construction occidentale, par son style, par ses formes, par ses références, mais qui, dans sa construction, ne l'est pas tout à fait. Le maître-autel, avec un baldaquin un peu berlinesque, colonne torse, et au-dessus de l'autel, l'on ne place plus Notre-Dame des Victoires, mais on fait venir une statue de France, c'est quelque chose de très différent, et c'est Notre-Dame auxiliatrice, Notre-Dame secours des chrétiens. Donc c'est une autre version de la Sainte Vierge, très populaire en France et pas uniquement. Et c'est elle qui est placée au sommet de l'autel. Donc vous voyez, dès le début, il y en a déjà deux. Et vous verrez, il y en aura d'autres. Et que fait-on du tableau du vœu, puisque c'est le tableau du vœu? Eh bien, on pend au réfectoire, dans la résidence que les jésuites ont construite à mi-pente, et qui remplace le sanatorium. Ceci me permet de vous montrer ce genre de documents qu'on trouve aux archives. Ceci est illustré par des orphelins de Touchanoam, qui ont peint la décoration, avec un coq, bien entendu, et des photos qui sont intégrées. Donc vous voyez ces deux médiums, la photographie qui est un médium tout à fait moderne, et les jésuites de Shanghai ont la photographie et puis vont développer un excellent laboratoire à Touchanoam, et puis le travail traditionnel de la peinture locale et ce mélange. Pour promouvoir le pèlerinage, des images vont être utilisées, c'est le système traditionnel, et il est intéressant de voir comment les Chinois qui s'agenouillent au pied de la colline et en dessous, ici de la Vierge du Vœu, Notre-Dame des Victoires, et ici de Notre-Dame auxiliatrice, sont chaque fois un couple, monsieur, madame, et un fils. Pourquoi? Parce que Guanyin est la divinité que l'on vénère pour avoir un enfant mâle et est figurée généralement comme une femme portant un bébé dans les bras. Et la Vierge Marie est aussi une jolie femme avec un bébé dans les bras. Et donc il va y avoir un transfert qui va être opéré de l'une vers l'autre et qui va contribuer au succès fulgurant du pèlerinage. Ce qui n'empêchera pas les gens qui veulent un bébé mâle d'aller chez Guanyin et chez la Vierge Marie. Jamais mieux servi que par lui. Entre cette église qui est au sommet de la colline et le pied de la colline, qui fait environ 100 mètres de hauteur, il faut organiser le pèlerinage. Parce qu'un pèlerinage et un sanctuaire, ce sont des lieux qui doivent être ordonnés. Ils doivent être propres, il ne peut pas y avoir de chaos, il ne peut pas y avoir de scandale. On a des hommes et des femmes qui vont là ensemble, donc c'est très très prudent. Vous savez, les normes confuciennes ne permettent pas cela. Donc c'est un endroit qui doit être très très bien organisé. Et il est organisé en 3 niveaux. Un niveau bas, avec l'eau, vous voyez le canal ici. Un niveau médian, où se trouve la résidence, qui est déjà une résidence ici à 2 étages, viendra s'y accoler une église, pas encore à ce moment-ci. Et puis l'église au sommet, et une connexion entre le milieu et le sommet par des sentiers, étant donné que le pied de la colline est moins raide que cette partie-ci, qui est franchement raide. Voici une photo de ce bâtiment.
vraiment dans les années 1670, on est au début de la photographie en Chine. Et ceci est un plan, c'est un cadre à nouveau, montrant bien les trois parties, l'accès par les canaux, tout ceci c'est de l'eau, la porte principale du sanctuaire, le premier chemin qui est en pente douce, la terrasse du milieu avec la résidence des prêtres, des jésuites, leur église, et puis une terrasse en prolongement où vont venir s'ériger des petits pavillons, nous verrons. Donc ce site est un site sur lequel il y avait au moins 2 temples. Et puis au sommet, où se trouvait un autre temple, se trouve l'église et ces chemins zigzagants qui correspondent à un chemin de croix. Le bâtiment qui est ici, c'est l'observatoire, mais lui, il est construit plus tard. Voici une photo qui résume magnifiquement les 3 niveaux. Ça veut dire qu'ici, le sanctuaire, il est réalisé. Accès par bateau, on voit quelques-uns. La porte d'entrée du sanctuaire, qui a la forme d'un paillo. C'est un élément à connotation chinoise, mais son usage n'est pas du tout. Un paillo n'est jamais pourvu de battant, ne cherche pas de grille, donc c'est un arc de triomphe. Voici la terrasse du milieu, avec la résidence des jésuites, et puis le dessus, 100 mètres plus haut donc, que le niveau de la rivière. La végétation est beaucoup plus clairsemée qu'aujourd'hui, ce qui permet de voir les bâtiments. Si vous allez aujourd'hui, du pied, vous ne verrez pas, vous verrez vraiment uniquement le sommet de l'église. C'est donc les canaux qui sont les voies de communication principales. Et les jours de pèlerinage, c'est le chaos total. Mais la distance entre Shanghai et Xujiahui d'une part et Shoshan d'autre part permet de faire un aller-retour en une journée. Si vous partez à 3 h du matin, vous prenez le petit déjeuner du côté de Qingdao, etc. Et puis vous arrivez à 8 h à Shoshan, vous montez par les digues. Donc vous voyez que tous les bateaux sont abandonnés, où il reste une personne dans le bateau. Pas question de faire demi-tour. Là, vous avez le paillo à l'entrée du sanctuaire. Et puis, vous avez une messe le matin assez tôt au sommet, et vous rejoignez les bateaux vers midi. Et puis vous faites la fête. Le soir, vous êtes de nouveau à la maison. Donc c'est vraiment... la distance permet quelque chose d'accessible à beaucoup de monde. C'est ce qui, évidemment, aide à la popularité du lieu. Par contre, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un bateau chinois. C'est la Jeanne d'Arc, qui vient de France, qui est un bateau pour les séminaristes. Donc, les séminaristes et les pères âgés qui allaient se reposer là, au sanatorium, les séminaristes qui faisaient une retraite pendant l'été, c'est plus frais, ils avaient aussi des loisirs, ils chassaient, on les voit avec des fusils, ils fumaient, bien entendu, ils fumaient la pipe. Ce char a toujours une bonne cave à vin, bien approvisionnée de vin français, ce qui attirait pas mal de diplomates et de gens peu intéressés par la religion, mais qui savaient qu'ils seraient bien reçus là. Et donc, ici, le loisir. On reviendra sur ce point plus tard. Le milieu, avec l'église qui est construite au revers de la résidence, l'église du milieu, qui existe encore, qui est donc plus ancienne que l'église du sommet que vous voyez aujourd'hui. En voici une vue intérieure, avec une galerie qui est connectée au premier étage de la résidence des pères, qui permet aux pères de faire leur dévotion sans être vus. Et face à l'église, qui est orientée est-ouest, ceci est l'est et la porte d'entrée est à l'ouest, se développe une terrasse sur laquelle se trouvent 3 pavillons. Ils y sont encore aujourd'hui, mais ils sont évidemment reconstitués, donc ils sont plus ou moins ressemblants à ceci. Le premier, c'est un pavillon néogothique dessiné par le frère Beck, donc le grand, l'architecte de Touchanoine. Pavillon à Notre-Dame de Lourdes. On voit une troisième, Notre-Dame de Lourdes aussi sur le site. Des Victoires, Notre-Dame auxiliatrice, Notre-Dame de Lourdes. Les 3 françaises. Saint-Joseph et le Sacré-Cœur. Donc ceci est aussi un endroit qui sert de tampon pour gérer les flux des pèlerins, les grands jours d'affluence, parce qu'à partir d'ici, le chemin devient de plus en plus étroit et plus raide, et il faut donc que les gens puissent attendre leur tour. Et le chemin de croix,
qui est ce chemin en zigzag qui existe encore partiellement aujourd'hui et qui n'est pas propre à Shoshan. Vous avez ça dans d'autres sites de pèlerinage, notamment le Bom Jesus a Monte au Portugal, du côté de Braga, au nord du Portugal, qui est baroque, du 8e siècle. Mais on a le principe du chemin en zigzag et que les gens parfois montent à genoux. Et à chaque chemin du chemin de croix, à chaque station du chemin de croix, font leur dévotion. Cette photo-ci est assez belle parce qu'elle montre à la fois les bambous, la végétation, la pente qui est raide. Et aujourd'hui, tous ces pavillons ont été reconstitués. Parfois, ils sont accouplés 2 à 2 parce que 2 routes traversent le chemin de croix pour connecter le flanc ouest à l'observatoire qui se trouve à l'est. Et donc à ce moment-là, on a créé de l'espace et on a mis 2 pavillons l'un à côté de l'autre, donc ça ne marche plus aussi bien que le concept d'origine. Puis vous arrivez en haut. Donc le chemin de croix se termine là, et puis il faut monter l'escalier, dit escalier des Lions. Et puis vous avez la terrasse ou l'esplanade, où les genres se divisent. Donc les hommes vont à droite, les femmes à gauche, et entrent dans leur partie d'église. Et le prêtre entre par la porte du milieu, et donc sur l'axe du maître. Ceci est une très belle photo, c'est un détail, donc j'ai un petit peu zoomé, parce qu'elle nous montre des pèlerins ou des touristes, je ne sais pas très bien. Mais vous savez, les touristes sont pèlerins, ils vont admirer, c'est le culte des monuments et de la culture, hein, et les pèlerins sont tous des touristes aussi, ils ramènent des souvenirs, des antiquités, etc. Bon, des médailles, etc. Shoshan a également produit des médailles. Mais vous voyez ici un Chinois qui regarde le photographe, donc il est intéressé, hein, de voir quelqu'un avec un tripode et une installation. Il y a d'autres Chinois, et puis vous avez ici des Français ou d'autres Occidentaux qui ont des enfants. Vous avez 2 couples et une aïe ici qui transporte les vêtements et les manteaux, et un autre enfant là. Et tout le monde regarde, hein, et là il y a encore d'autres Occidentaux. Donc je ne sais pas s'ils ont été à la messe ou si simplement ils ont visité le site, mais gravir le site et arriver au sommet de la terrasse des Lions, et avoir cette vue sur la plaine du Songjiang, c'était fascinant. C'était absolument fascinant, parce que d'ici, on voit Shanghai et on voit Songjiang. Aujourd'hui, on ne voit plus rien parce qu'il y a de la végétation. Et les lions sont partis aussi. Alors, ces lions, ils sont très intéressants, parce qu'ils appartiennent à des restes des anciens temples. Ce sont des éléments chinois. Et ce sont les seuls éléments chinois avec le paillo à l'entrée. Vous avez le paillo et les lions, qui sont les 2 éléments chinois dans tout le concept du premier pèlerinage. C'est pas grand-chose. Et puis ces lions, on les a arrangés différemment. C'est plus des lions qui sont une paire à l'entrée d'un temple et entre lesquels on doit passer. Ils sont devenus une espèce de décoration qui regarde le paysage. Hein, les couples sont d'ailleurs pas toujours comme il faudrait. Et ils sont un élément plutôt exotique et décoratif qui font partie de la mise en scène du sommet de la colline. Nous verrons plus tard que la 2e église s'est empressée de se débarrasser de ces lions. On n'a plus besoin d'éléments chinois. Transformation et projet. Alors, en 1900, il y a une grande transformation. C'est la construction au sommet de la colline d'un observatoire astronomique. On va me dire pourquoi ne l'a-t-on pas construit à Xujiahui? Pour plusieurs raisons. La première étant que le sol de Xujiahui est trop mauvais. Ceci est des engins de haute précision qui doivent être parfaitement stables. Et ici, le bâtiment est fondé sur le roc. À Xujiahui, il n'y a pas cette stabilité. Ensuite, le tramway est aussi arrivé à Xujiahui, et cause de vibrations. Et ensuite, il y a déjà la pollution lumineuse de la ville qui n'est pas propice aux observations astronomiques. Donc, l'observatoire de Xujiahui s'est divisé en plusieurs spin-offs, dirait-on aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le travail météorologique est resté à Shanghai, bien entendu, en connexion avec le port et l'activité marine. Les activités géodésiques ont été transférées dans la région de Suzhou, et l'activité astronomique au sommet de Shoshan. Et l'activité astronomique principale était de participer à l'élaboration de la carte du ciel.
un grand projet français émanant de l'Observatoire de Paris, et qui consistait à avoir à travers le monde des observatoires pourvus, équipés tous exactement de la même technologie, produite à Paris bien entendu, et ces observatoires allaient prendre des photographies du ciel et des astres, avec donc les mêmes outils et selon des protocoles très précis, pour permettre la comparaison, et puis faire une cartographie, un mapping de, j'ai envie de dire la voûte céleste, mais évidemment c'est faux, donc de l'espace, du planète. C'est donc dire que le projet de l'observatoire ici est un clone de l'observatoire de Paris. Donc la partie centrale, le dôme, les télescopes, sont exactement les mêmes que ceux de l'Observatoire de Paris, mais également que d'autres observatoires à travers le monde. Et la question, c'est comment construit-on ça au sommet de la colline de Shashan? Il faut faire venir cette haute technologie à Shanghai, tout ça c'est encore faisable. Puis il faut transférer ça sur des barques et arriver avec tout ce matériel au pied de la colline. Puis il faut faire monter ce matériel, puis il faut l'assembler. On n'a jamais construit un dôme métallique en Chine à ce moment-là. Personne ne sait ce que c'est, il n'y a pas d'ingénieurs qui savent faire ça. Il n'y a pas d'ouvriers qui savent assembler ces éléments. Les jésuites trouvent toujours des solutions à tout. Ils ont trouvé un père français en Inde, professeur de construction à l'université de Madras, Chennai. Et ce père était diplômé des ponts et chaussées. Mais avant d'être jésuite, il avait travaillé sur le chantier du canal de Panama. Donc vous voyez un ingénieur qui a une expérience sur un des plus grands chantiers au monde à ce moment-là, et puis qui se convertit, ou il a son chemin de Damas, il entre à la compagnie l'utilise pour ses compétences, c'est-à-dire ingénieur, on l'envoie tout de suite dans une des universités, il n'y a pas encore d'université à Shanghai, et puis Shanghai cherche dans les environs, et c'est là qu'on trouve le père de Beaurepaire, Robert de Beaurepaire, qui est délégué ou détaché de l'Inde, est envoyé à Shanghai, où il reste pendant 3 ans, et c'est lui qui va donc monter et construire cet observatoire. Donc c'est lui qui a ouvert toutes les caisses, et vu tous les numéros, et mis les morceaux aux bons endroits. Mais c'est aussi lui qui a formé ces gamins à assembler des plaques métalliques, des plaques métalliques. Si vous voyez bien, vous voyez les numéros. Hein. Les numéros sur chaque élément est numéroté. C'est un espèce de grand do-it-yourself qui est arrivé là, et ils sont fiers, ils sont conscients qu'ils ont participé à quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est de se rendre compte de la chronologie. Qu'est-ce qui se passe en 1900 en Chine? C'est les boxers à Pékin. C'est un moment de panique générale. Il faut être fou pour investir dans quelque chose comme ça à ce moment-là. Ou il faut être jésuite. L'idée de la science et de la foi au sommet de la colline. On a les deux pôles à partir de ce moment-là. Et à partir de 1901, cet observatoire se met à fonctionner et avec son fameux télescope, c'est un double télescope, donc il y a 2 tubes, un pour regarder et l'autre pour prendre des photos, dans lesquelles on glisse des plaques métalliques. Et donc ces procédés se retrouvent dans des observatoires disséminés à travers le monde. Tout tourne, sauf les 2 pieds sur lesquels repose la structure du télescope, qui eux sont solidement ancrés sur le roc, mais le siège d'observation tourne, ceci tourne, le télescope peut aller des positions horizontales à verticales à horizontales, et grâce à la fente dans le dôme qui tourne lui aussi, eh bien, on peut observer absolument dans toutes les directions. Cet observatoire a été restauré récemment et est ouvert au public depuis, je crois, 4 semaines, quelque chose comme ça, très récemment. Je l'ai visité vendredi dernier, je vous recommande chaleureusement, toutes les explications sont en français. C'est très bien fait. Et on n'explique pas trop comment vivaient les jésuites et ce qu'ils faisaient, mais l'activité astronomique est bien expliquée et surtout, la plupart des objets y sont encore.
Mais, à partir du moment où cet observatoire se trouve au sommet de la colline, il y a un problème visuel. On ne voit plus l'église. On ne voit que ce dôme métallique qui brille au soleil. Et à ce moment-là, vont naître tout de suite des nouveaux projets. Et le nouveau projet, c'est faire une église plus grande, puisque le pèlerinage va bien. Mais le premier projet, que voilà, date de 1917, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. La Chine est en train d'évoluer, 1911, 1912, la fin de l'Empire, le début de la République, période d'instabilité. Et pendant la Première Guerre mondiale, période aussi où l'afflux des pères, etc., est sous pression, l'évêque, Monseigneur Prosper Paris, demande au frère Beck, qui est donc le directeur de l'atelier de charpenterie et de menuiserie de Touchanoine, personnage connu pour sa série des maquettes des pagodes, par exemple, mais aussi le pavillon chinois à Bruxelles, et d'autres choses. Moins connu ou tout à fait inconnu pour cette œuvre-ci, qui aurait pu devenir une de ses œuvres majeures. Et on n'en connaît que cette photo qui a été trafiquée et surpeinte, probablement par des orphelins de Touchanoine, pour être ensuite publiée dans la revue catholique chinoise de Shanghai. L'image est trop grande. Et ceci est un appel à fonds, donc un levée de fonds pour la construction de l'église que l'on veut construire vite. On veut la construire en 2-3 ans, comme la première église. Alors, en quoi cet édifice est-il curieux? D'abord, c'est plus un plan central. Il combine un plan central, ici avec un dôme, avec une nef et 2 tours. Et ces 2 tours se trouvent en fait du côté de l'observatoire, puisqu'on voit ici la terrasse des Lions, qui nous prouve que ceci est l'entrée côté sud, qui est le côté feng shui, le côté développé de la colline, par lequel les pèlerins atteignent le sommet. Donc on a un édifice avec 2 tours, une coupole, 3 portails, un style tout à fait éclectique qui mélange à la fois le dôme de Florence, 3 portails des cathédrales gothiques, des références évidemment à la cathédrale de Marseille, tout comme l'église de Tianjin, qui date exactement de la même époque, c'est des églises à dôme et 2 tours. Donc, il change l'orientation. Donc, il introduit un axe est-ouest, un axe inversé de l'axe habituel, parce que de ce côté-ci, c'est vraiment trop réel, et il garde l'axe et l'entrée principale au sud. Donc ça, c'est une innovation. Et la deuxième innovation, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la présence du statue mariale au sommet du tour. Alors ça, c'est un phénomène qui est aussi très français. Il y a en France plusieurs dizaines d'églises ou de lieux de pèlerinage avec de préférence mariale, avec des statues au sommet de tour. Alors voici le père Beck dans son atelier. Dans mon livre, j'ai un petit chapitre que je lui consacre à propos de son travail de maquette. C'est quelque chose que l'on connaît, on connaît sa série d'une centaine de maquettes de pagodes qui a été exposée à l'exposition de San Francisco en 1913, qui est encore intégralement conservée aux États-Unis. Mais en agrandissant ce très beau document, on le voit ici parmi ces orphelins, il y a plein de maquettes. Et regardez ici un orphelin qui est debout à côté de la maquette, qui donne l'échelle. Il y a des maquettes ici, il y a des éléments de maquette de charpente, il y a des sections. Donc on voit que la maquette est un élément d'explication, est un élément pédagogique, non seulement pour des clients, mais également pour l'apprentissage de la troisième dimension et de la perception de l'espace et des structures. Ceci est un document riche en explications. Donc voilà ce que j'expliquais, je ne vais pas le répéter. Les axes, la statue, l'escalier et la référence florentine. Inutile de dire que ça ne passe pas la rampe, les jésuites ne veulent pas de ça. Les jésuites sont très divisés dans leur communauté. Il y a ce qu'on appelle les savants, comme les astronomes, qui vivent là sur leur île totalement déconnectés. Il y a des bibliothèques, il y a les cartographes, il y a des savants en histoire naturelle. Donc ça, ce sont les savants. C'est ceux sur lesquels on sait plus.
puisqu'ils ont produit aussi le plus, ils ont produit des publications, etc. Puis, il y a ce qu'on appelle les broussards. Les broussards, c'est les jésuites qui sont dans les paroisses de brousse. Donc on utilise en Chine aussi le mot les broussards, donc dans la littérature. C'est ceux qui ne voient que de temps en temps un autre français, donc ils sont beaucoup mieux intégrés. Les savants ne parlent pas chinois, jamais parlent chinois, donc ils vivent dans leur univers qui est du latin, bien entendu, et du français. Et puis, il y a les frères. Et alors les frères, ça c'est vraiment les moins que rien, ils n'ont pas de nom, ils ne parlent pas latin. Et le seul endroit où les frères de Turk de Jiangnan parvenaient à avoir un petit peu d'autonomie, c'est à Tuchanwan. Parce que Tuchanwan, c'est eux qui le gèrent, et il y a des conflits permanents entre les supérieurs, qu'est-ce que les frères exagèrent, ou qui sont incontrôlables, etc. Donc vous voyez là, c'est pas du tout une communauté homogène, et, comme on peut l'imaginer. C'est une petite ville, en fait, Xujiahui, avec des gens qui ont des activités et des relations très, très complexes et très délicates. Alors ici, le père Beck est remercié, et on arrive à la conclusion qu'il faut trouver un vrai architecte pour faire cette église, qui est une église pas en bois, mais une église en maçonnerie. Il faut quelque chose de sérieux, là, vous mettre à connaître. Et les jésuites ne veulent pas d'un architecte laïque. Les architectes laïques, ils n'obéissent pas aux idées des commanditaires. Hein. Ils n'en font qu'à leur tête, ou ils ont des idées trop personnelles, et puis alors il y a des conflits, et ça coûte toujours trop cher. Donc ils ont cherché le seul, ou un des seuls architectes prêtres, missionnaires, en Chine à l'époque, qui est un Belge, le père Alphonse de Mourloz, un Gantois, qui a étudié l'architecture à l'école Saint-Luc de Gand, donc école catholique des petits frères des écoles chrétiennes. C'est un ultramontain, et puis il est entré dans l'agrégation des scotistes et a été missionnaire en Mongolie intérieure et dans le nord du Hebei, où après les Boxers, après les dégâts des Boxers, il a eu l'occasion de sa vie et il a pu construire des dizaines d'églises, 5 cathédrales, l'abbaye trappiste française de Jiangjiang. Tout ça a été réalisé par cet homme. Donc c'est cet homme qui est invité à Shanghai. Il a travaillé avec les jésuites de Tianjin, donc il est tout à fait fréquentable. Et on lui demande 2 projets. Un projet gothique et un projet roman. Alors les mots gothique et roman, c'est plus tout à fait comme au Moyen-Âge, mais c'est les mots qui sont utilisés dans les sources, donc moi je ne vais pas utiliser néo-gothique, néo-roman, ça va faire compliquer les choses. Donc j'utilise la terminologie que je trouve dans les sources. Et le père de Mourloz, qui est un pur produit des écoles Saint-Luc, donc connaît pas Viollet-le-Duc, c'est un laïc, lui tout à fait formé à Pugin, donc l'approche catholique de l'architecture gothique via l'Angleterre. Et donc son premier projet, il le fait en style gothique, puisque c'est le seul style qu'il maîtrise, et il est convaincu que c'est le seul style qui convient à l'Église catholique de manière universelle. Donc aucune adaptation au climat, au lieu, aux matériaux, etc. Et ça, c'est le projet gothique qu'il va produire. Il le produit rapidement parce qu'il maîtrise ce style. Et le supérieur va à Paris avec les plans et les montre à ses collègues à Paris. Et ses collègues disent non, on ne veut pas de ça, c'est horrible. 1, c'est belge, parce que c'est du gothique belge. Et 2, c'est tout à fait dépassé. C'est tout à fait dépassé, c'est de l'architecture des années 70, mais plus d'après la Première Guerre mondiale. Alors que veulent-ils, les jésuites français? Ils veulent Montmartre, évidemment. Ils veulent une montagne avec des dômes. Et le pauvre père de Mourloz est invité à transformer son projet en projet roman. Il va romaniser, les arcs brisés vont devenir des arcs en plein cintre, les rosaces vont disparaître, etc. On verra ça en détail. Et puis il produit quelque chose avec évidemment une tour et une flèche de forme conique qui réfère, comme nous verrons, à Montmartre. Alors pourquoi ce projet gothique était-il belge? Il était évidemment imprégné du style de son maître, le fameux baron Béthune, de l'université de Lille, etc. Le baron Béthune, notamment auteur de l'abbaye bénédictine de Maretsou, ou ici de la grande église d'Arlon, qui sont 2 édifices que l'on retrouve quasiment, littéralement, dans le projet de Shoshan. Mais regardez bien les dates, 1880, et ici, 1920. Donc on a un hiatus de 40 ans, ce qui est énorme.
40 ans au cours desquels, en matière architecturale, il s'est passé énormément en matière de composition, de style, de matériaux, etc. Néanmoins, le projet, et ça j'ai découvert, cette église-ci est très proche de l'église d'Arlon. On se demandait pourquoi, comment connaissait-il l'église d'Arlon, lui qui a vécu 40 ans en Chine sans jamais rentrer en Belgique. Eh bien, il avait un beau-frère qui était architecte et qui est l'auteur de l'église d'Arlon. On lui a envoyé des plans ou des photos de plans, parce que c'est surtout ça qu'on s'est envoyé. Hein. Je dois faire une grande église, tu en fais une, refile-moi des trucs. Donc si on veut voir à quoi aurait ressemblé cette église de Shoshan, allez à Arlon et vous le verrez. Alors, l'étape suivante, c'est la romanisation du projet. Alors là, ça devient intéressant, parce qu'on est effectivement, on a des références au Sacré-Cœur de Montmartre, et en particulier les couronnements des dômes, des flèches avec des fonds coniques, qui réfèrent au style roman d'Auvergne, hein, Périgueux, etc. Mais c'est pas tout. On voit également qu'une tour disparaît, et on voit également que le projet n'est plus tout à fait symétrique. Regardez, il y a ici une abside qu'il n'y a pas dans le projet gothique, et il n'y a plus qu'une seule tour qui est à l'angle sud-ouest, et nous verrons pourquoi. Alors cette tour réfère à Montmartre, mais là aussi j'ai découvert, pas de manière directe. Il y a une étape intermédiaire à Anvers, en Belgique. Regardez cette église-ci, l'église Saint-Michel, avec une tour inspirée bien entendu des cônes à Montmartre, mais alors comparez-la à celle-ci, qui est le dessin, le premier état du projet roman. Le deuxième état aura des petites tourelles d'angle, c'est pas ici. Et voici Shoshan. Alors la question, c'est comment le père de Mourlose pouvait-il connaître l'église d'Anvers en Chine? Eh bien, parce que, c'est une hypothèse, mais je crois qu'elle est solide, parce que cette église avait été publiée dans la grande revue d'architecture belge qui s'appelait L'Émulation, et que sa famille l'avait abonné à l'Émulation, et que l'Émulation arrivait par le transsibérien à l'abbaye d'Yangjiaping, où il avait son atelier. Et donc, très probablement, comme il ne connaissait rien du style roman, il connaissait tout du style gothique, il s'est mis à regarder les derniers numéros de l'Émulation et est tombé là sur un numéro avec des grandes planches, des grandes photographies imprimées en héliogravure, qui sont absolument très très précises et qui l'ont inspiré en grande partie. Regardez l'élévation aussi, il y a même même nombre de fenêtres, etc. Dans le quatrième partie. Le père de Mourlose, c'est ce qu'on appelle un architecte, en anglais designer. Donc il a fait le projet, il a dessiné le projet, probablement à une échelle de 1%, des beaux dessins de présentation, puis il s'en est retourné dans le nord. Laissant toutes les questions liées à la construction, les questions techniques, tous les dessins de détail, le choix des types de charpente, le choix des matériaux, laissant tout ça à d'autres. Donc il avait fait son boulot et puis il est parti. Donc il a fallu trouver d'autres personnes pour réaliser cette église. Et la compagnie ne s'est plus adressée à ses frères charpentiers, mais s'est adressée à deux pairs, l'un architecte, l'autre ingénieur. Et c'est ensemble qu'ils vont construire cette étonnante église qui, comme nous le verrons, est un chef-d'œuvre du béton armé. On ne le voit pas, et toute la structure de cet édifice, c'est du béton armé. Alors, qui est l'architecte? C'est le père Francisco Diniz, portugais, ou plutôt de Macao, né à Shanghai. Donc, famille catholique, éduqué au collège Saint-François-Xavier, donc produit de la compagnie à Shanghai, et puis il veut devenir architecte, et s'engage dans la firme de l'architecte écossais Dowdall, qui est l'auteur de la cathédrale de Jujarway. Donc, Diniz va tracer les lignes des plans pour Dowdall, et puis il va également être sur le chantier. Et c'est là qu'il devient jésuite. Son chemin de Damas, c'est les échafaudages. Donc c'est là qu'il décide de se convertir, ou d'entrer à la compagnie, parce qu'il est déjà un produit des jésuites par son enseignement secondaire.
Et la compagnie l'utilise évidemment pour terminer la supervision du chantier. Donc c'est un des noms totalement inconnus derrière cet édifice exceptionnel. Et c'est là qu'il va acquérir les connaissances techniques, mais d'un édifice qui est de construction traditionnelle. Il n'y a pas de béton, c'est de la brique, toutes les voûtes sont en bois, les charpentes sont en bois, donc on a encore un édifice très 19e siècle dans sa structure et sa composition. À la fin de la construction de l'église, la compagnie estime qu'il faut lui donner une meilleure formation parce qu'ils ont besoin d'un vrai architecte. Et il l'envoie à Paris, où il va suivre pendant 1 an des cours à l'école des Beaux-Arts. Donc ça c'est la composition. Et puis il va travailler 1 an dans une entreprise qui utilise le béton armé. Donc il y a l'aspect technique et l'aspect architecture. Et puis il passe une 3e année à Jersey, où les jésuites avaient une maison, ils n'étaient pas en France à ce moment-là, et il revient après la Première Guerre mondiale à Shanghai, mais vraiment muni, bien formé. Et c'est ainsi qu'on va lui confier, bien entendu, la construction de l'église. Mais pour le béton, il faut évidemment un ingénieur. Et voici encore quelqu'un que j'ai exhumé du purgatoire, le père Louis de Genlis. Ingénieur civil, brillant, c'est quelqu'un qui fait à la fois les ponts et chaussées, mais également ingénieur électrique, donc aujourd'hui c'est Supélec, donc il a double diplôme, et on l'envoie à Shanghai pour être le professeur de la faculté d'ingénieur, construction et électricité. Et pendant 30 ans, il va donc former quantité de jeunes Chinois qui vont travailler dans des compagnies de construction à Shanghai, mais aussi dans des compagnies de chemin de fer, etc., donc à travers toute la Chine. Et c'est quelqu'un qui ne construit pas lui-même, mais c'est quelqu'un qui vérifie et critique les plans qu'on lui soumet. Donc, quantité de grands architectes qui construisent le Bund, etc., vont avec leurs plans chez le père de Genlis, qui les corrige gratuitement, ou moyennant aumône à la compagnie. C'est lui également qui, avec le père d'Inis, vont contrôler tous les plans, tous les édifices construits par les jésuites à Shanghai et dans la région pendant 25 ans. Donc d'Inis construit peu lui-même, il a dessiné quelques bâtiments, notamment le collège à Sujiarwei, mais il est plutôt responsable du suivi des chantiers. Donc tous les bâtiments de l'Université de l'Aurore ont été suivis par d'Inis et Genlis. Voici un exemple de construction en béton, tout à fait remarquable. Donc c'est l'ancienne église de l'Université de l'Aurore, malheureusement démolie il y a une vingtaine d'années pour élargir la route. Il y a une église qui s'inspire vaguement de l'octogone qui va plus loin, mais rien à voir. Mais ceci est une photo du chantier, une photo tout à fait remarquable, où vous voyez les coffrages, donc ces grands cercles, etc., c'est du béton armé. On est là vraiment dans de la haute technologie. C'est Léonard et Vessière, donc c'est les architectes français qui ont fait ça, mais tous les calculs de béton, c'est notre expert. Alors, ça va être un gros problème, c'est ce sommet de cette colline de ce chum qui est en fait pourri. Parce qu'il y a des fondations de l'église en bois, mais ça c'est pas très profond, il y a des fondations d'un temple qu'on évacue sans le moindre relevé. Et puis on se rend compte que la roche est pourrie, donc il faut descendre jusqu'à un endroit où la roche est stable, et aussi établir une terrasse qui soit suffisamment large pour construire l'énorme église que l'on projette. C'est-à-dire que grâce à ces travaux-là, Shoshan n'a plus exactement 100 mètres, mais est un petit peu moins haute. Mais bon, on a ajouté une tour. Et ceci sont deux photos prises depuis l'observatoire. Si vous allez visiter l'observatoire, vous allez retrouver au même endroit, sur la terrasse. Vous verrez que l'église est vraiment très proche. Et ceci est une photo de la pose de la pierre d'angle, le 25 mai 1925. Donc vous voyez que ces travaux préparatoires ont pris énormément de temps, ils prennent 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'il faut aussi monter tous les matériaux. Il y a un câble, donc ceci c'est le moteur, et il y a un câble, et tous les matériaux sont montés par ce câble, et il y a aussi un tuyau qui monte le haut. C'est ainsi que ça s'est passé. Et donc voilà, ici vous avez la cérémonie de bénédiction de la première pierre. On voit les fondations sont déjà établies, les murs, la
terrasse, les fondations des colonnes, ici du nord, l'abside, l'emplacement de la tour. Et quelques mois plus tard, donc le chantier est très propre, bien organisé, parce que c'est un événement important. Et puis quelques mois plus tard, le chantier redémarre, on voit les premières perches d'échafaudage, les coffrages ici des premiers murs du bâtiment qui forment la sacristie sur le côté. Et ici également, les fondations sont déjà plus élevées. La grande frustration de l'historien de l'architecture, c'est que ce chantier n'est pas documenté, ou que les archives n'ont pas été retrouvées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais, mais ces archives ne sont pas à Paris. À Paris, il y a quelques photos qui sont toujours des photos générales de la colline, et alors il faut zoomer et voir l'état d'avancement du chantier. Mais c'est un chantier qui est long, puisqu'il dure 14 ans. 14 ans. L'édifice roman, de plan asymétrique, combine deux axes. L'axe sud-nord, entrée principale au sud. Au nord, le transept s'achève par une abside avec un autel. L'autre axe, ouest-est, se termine également par une abside avec un autel. Donc on a ici un projet qui est très intéressant parce qu'il combine l'axe chinois, qui est conforme au flanc sud de la colline avec la terrasse du milieu, le chemin de croix, l'escalier des lions désormais, mais est l'entrée principale, qui est encore l'entrée aujourd'hui, hein. Là c'est par là. Et puis l'orientation chrétienne, avec le portail à l'ouest et le chœur à l'est, qui dans ce cas-ci, l'observatoire, il est vraiment très proche. Les formes générales sont romanes, même si les voûtes sont de type gothique, c'est des voûtes d'ogives, mais bon, le style général est clairement roman, plus net à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'extérieur est brillant, je pense, c'est un peu roman. Et voici quelques éléments de cette très belle structure, d'une élévation à 3 niveaux, avec un triforium et un clair-étage. Tout ce que vous voyez ici, c'est du béton. À l'exception des socles et de la partie à hauteur de vue des structures, tant intérieures qu'extérieures. Tout le reste est du béton. Les arcs, les chapiteaux, toutes les décorations, tout ça sont des éléments qui sont moulés et puis taillés, assemblés sur place. Un travail remarquable, mais qui s'est fait évidemment très lentement, et ça explique en partie les 14 ans du chantier. Et si vous avez l'occasion de monter au-dessus des voûtes, alors là, on est dans les coulisses, et voilà ce qu'on voit, on est dans du béton pur. C'est un bunker. Donc les voûtes sont intégrées aux entrées de la charpente. Regardez les arcs-meurtriers, regardez les différentes pièces de la charpente, c'est surdimensionné, mais on est à 100 mètres de hauteur, il y a de temps en temps des cyclones ou des typhons, et il ne faut évidemment pas perdre la face, il ne faut pas que cette église s'écroule, hein, il ne faut pas que la tour tombe, donc ça serait une catastrophe. Donc on a construit très solide, et ce qui explique que cette église aujourd'hui elle n'a pas pris une mérite. Donc sa structure est parfaite, elle est parfaitement stable, il y a quelques problèmes d'âge, mais ils ont été assez facilement résolus lors des 2 dernières restaurations. Alors ça dure 14 ans. En 1935, inauguration par l'évêque de l'époque, Auguste Aouissier, qui est évêque de Shanghai. On est en 1935, donc il est évêque de Shanghai. Il avait été archevêque de Nankin, et puis il se retrouve évêque de Shanghai, et la tour n'est pas encore achevée. Elle est encore sous les échafaudages. Mais on a hâte d'inaugurer cette église, parce qu'on attend depuis tellement longtemps. On avait dit 2 ans, puis 4 ans, 14 ans, vous vous rendez compte, c'est un temps perdu qu'on ne rattrape pas, évidemment, c'est une génération. Et en 1936, la statue mariale est posée au sommet du cône, de la tour conique, et voilà encore une nouvelle Sainte Vierge. Ça fait la 4e sur le site. Et elle est très étonnante, parce qu'elle est très innovante. C'est une iconographie qu'on voit rarement, moi je n'ai jamais vu, où la Vierge porte l'enfant à bout de bras. L'enfant préfigure la crucifixion, il a les bras en croix, pas pour accueillir, mais véritablement en croix.
Et Marie le porte à bout de bras au-dessus de la tête et elle regarde vers le bas. Donc elle est reliée visuellement à ceux qui lèvent la tête et lui, donc l'enfant, est ouvert sur l'immensité de la Chine. C'est ça l'idée de la symbolique de cette statue. Aujourd'hui, il y en a une autre qui a perdu la signification de celle-ci. C'est une espèce de petit italien comme ça, qui a les bras accueillants, mais c'est plus du tout la symbole. C'est la même année ou à 1 ou 2 années près, l'époque du Christ de Rio, hein, qui est aussi en béton, aussi les bras comme ceci. Donc on est vraiment là dans une iconographie qui était celle de ce temps. Alors, venons-en au dernier point de cette conférence, sur la signification de ce pèlerinage et de son architecture. Alors en 1942, en plein milieu de la guerre, le pape va décréter, on va élever Shoshan et sa basilique au rang de basilique mineure. Alors, qu'est-ce que c'est une basilique mineure? Eh bien, c'est une basilique, lieu de pèlerinage officiellement reconnu par Rome, mais qui n'a pas le statut de basilique majeure, étant donné qu'il n'y a que 4 basiliques majeures qui sont les basiliques de Rome. Hein, le Vatican, le Latran, Sainte-Marie majeure et Saint-Paul-Hors-les-Murs. Donc ce sont les 4 basiliques majeures. Toutes les autres basiliques de pèlerinage au monde, Bethléem, Lourdes, etc., sont des basiliques mineures. Ceci est donc la première, en fait, en Asie, si l'on exclut la Terre Sainte, parce que là, évidemment, il y a des basiliques en Syrie, etc., et des basiliques plus anciennes. Donc c'est un statut tout à fait exceptionnel qui est octroyé dans des circonstances qui sont très difficiles, puisque en 1942, c'est la guerre, Shanghai est occupé par les Japonais, et on sent que l'Église catholique comprend qu'il faut siniciser l'Église, mais ça ne se passe pas comme prévu, il y a énormément de lenteur, et ceci est vraiment une manière d'élever ce sanctuaire à un niveau national, au niveau de la Chine, puisqu'il n'y a aucun site comparable en Chine. Et comme ça ne suffit pas, quelques années plus tard, en 1946, donc 4 ans plus tard, au lendemain de la guerre, mais c'est la guerre civile à ce moment-là, la statue de la Vierge est couronnée, ce qui est aussi un acte octroyé par le pape, ce qui est une manière aussi de mettre ce pèlerinage en évidence. Et cela donne lieu à une cérémonie grandiose, où toute l'Église catholique de Chine, dans ce qu'elle a encore du 19e siècle, regardez la plupart des évêques ici sont des évêques chinois, donc un grand nombre d'évêques vient sur la colline, et la statue est couronnée, par l'évêque chinois bien entendu, et puis est amenée à l'intérieur de l'Église. Donc ces 2 événements vont placer ce pèlerinage au-dessus de tous les autres pèlerinages qui existent en Chine. Et pourtant, on peut se poser la question de pourquoi, en fait, ce pèlerinage n'a-t-il rien d'explicitement chinois? Parce que l'Église catholique, à partir du début des années 20, avait envoyé en Chine Monseigneur Celso Costantini, délégué apostolique, de 1922 à 1933, et l'avait envoyé avec la tâche d'implémenter le mouvement d'inculturation, indigenisation, de localisation de la foi catholique. Il fallait cesser la mission comme elle s'était développée au XIXe siècle, la mission civilisatrice, la mission contrôlée par le protectorat français jusqu'en 1922, et il fallait que les évêques soient au service de la population locale, chinoise en Chine, mais autres dans d'autres pays, et ne soient pas au service de leur pays, qu'ils ne soient plus des agents de leur pays, on appelle de l'impérialisme informel, mais qu'ils soient véritablement au service des populations. Et c'est la tâche de Monseigneur Costantini, qui vivait à Pékin. C'est lui qui se trouve ici au centre du synode catholique de Shanghai en 1924. C'est lui qui va également choisir les 6 premiers évêques chinois qui vont être ordonnés à Rome par le pape en 1926,
parmi lesquels donc, l'évêque de Aymen, un jésuite, donc vraiment, il pousse ce mouvement parce qu'il faut à la fois que l'Église ne soit pas la victime des mouvements xénophobes qui se développent dans la Chine républicaine et qui sont très forts, et l'association entre forces colonisatrices et l'Église catholique serait désastreuse. Donc il faut découpler cela. Il faut favoriser le clergé indigène. Et Monseigneur Costantini va également plaider pour le développement d'une architecture de style chinoise, qu'il appelle le style sino-chrétien. Et en particulier pour la construction de grands séminaires. Et il y a un programme de séminaires qui est entamé. Plusieurs sont construits dans ce style, à Hong Kong, à Kaifeng, à Shenhua. Et alors, le bâtiment le plus important, c'est l'Université catholique de Pékin, qui est la 3e université catholique en Chine, après les 2 universités catholiques des jésuites, celle de Shanghai et celle de Tianjin. Celle-ci est totalement différente. On n'y apprend pas le français, on n'y apprend pas la géographie et l'histoire de la France, on apprend la littérature chinoise. C'est ouvert également aux filles à partir de quelques années. Et on a donc un programme tout à fait différent qui est géré par des bénédictins américains et plus tard par la Société du Verbe divin. Donc ce sont des grandes étapes de la sinisation. Vous voyez le style et l'architecture qui est extrêmement différent de celle des bâtiments de l'Aurore où vous avez vu l'église de l'université. C'est aussi l'époque où se développe une iconographie mariale de style chinois. En voilà encore une autre. Ceci, c'est Notre-Dame de Chine, que l'on vénérait plutôt à Donglu, dans la province de Hebei, et où, là, eh bien, Marie est habillée comme une impératrice. Et cette fête s'est basée sur les photos de l'impératrice Cixi, plus jeune et moins cruelle, sans doute, et avec un bambin chinois impérial. Donc ça, c'est Notre-Dame de Chine, qui est tout autre chose, et très différente de Notre-Dame de Shoshan, qui n'a, pour sa part, rien changé. Plaçons ça maintenant au niveau de la synthèse, sur une idée du temps, parce que la ligne du temps est extrêmement importante pour comprendre la succession des événements, et pourquoi cet édifice n'est pas chinois, mais aussi pourquoi cet édifice n'est pas moderne. Il est moderne par l'utilisation du béton, mais il n'est pas moderne par son style, et ses références explicites et voulues par les commanditaires, ou ses références romanes, n'en font pas un édifice moderne. Mais il faut se dire que cette église basilique de Shoshan est la contemporaine de Notre-Dame du Raincy à Paris, des frères Perret, qui est de l'architecture moderne en béton, et qui va influencer d'autres architectes. Ici, vous avez un architecte chinois qui, sur l'île de Zhongming, donc pas loin d'ici, construit pour l'évêque chinois un édifice qui n'est pas du tout chinois, mais qui est moderne, en béton, avec une tour qui est un clone de Notre-Dame du Raincy. Et donc vous voyez que cette question de style et d'identité est extrêmement compliquée, et que cette idée de siniser l'architecture est une idée de Monseigneur Costantini, mais est suivie par un certain nombre de Chinois, mais absolument pas par tous les Chinois. Beaucoup de Chinois veulent un style occidental explicite pour montrer que c'est une religion qui vient de l'extérieur et pour montrer aussi que leurs églises ne sont pas comparables à des pagodes ou à des temples bouddhistes. Donc il y a là vraiment une identité à travers l'architecture, les styles et les formes. Alors pourquoi Shoshan n'a rien de chinois? D'abord parce que les jésuites de Shanghai n'étaient pas intéressés du tout par le style sino-chrétien et n'ont absolument pas encouragé Monseigneur Costantini dans sa réforme, mais également d'un point de vue chronologique, les projets du père de Bourbloz sont antérieurs à 1924, et c'est le début du chantier, 1924, alors que le style sino-chrétien n'est lancé qu'à partir de 1926, donc ils n'allaient pas rebrousser chemin et adapter leur projet pour une énième fois, alors qu'ils en étaient déjà à leur 3e projet et que la course contre la montre avait commencé. Donc ce sont deux raisons qui expliquent cela. Par contre, la substitution de Marie à Guanyin est un phénomène qui se rencontre également dans l'art sinisé. Vous avez ici à droite deux peintures.
réalisé par des peintres chinois catholiques. Il y a donc une école d'art à Pékin, à l'université catholique de Pékin, qui se développe pour former des artistes chinois catholiques. Et à gauche, vous avez une planche, une fameuse série de livres écrits par le père Gustave Doré sur les superstitions en Chine. Une encyclopédie en français sur les superstitions en Chine, donc il est allé même dans les villages de l'Anhui, etc. Bon, il a collecté des informations, c'est une source extraordinaire, illustrée de lithographies en couleur, et avec un texte qui est très comment dirais-je, dénigrant de tout ce qu'il appelle des superstitions. Donc, hein, c'est pas essayer de comprendre, c'est plutôt critiquer ou montrer que c'est culturellement plus faible que la culture occidentale. Néanmoins, vous voyez l'image d'une maman avec un bébé et le transfert possible. Et si ce n'est pas très explicite dans les textes, c'est très explicite par certains autres documents, notamment des planches comme celle-ci. Ceci est un album, et vous voyez ici dans cet album deux photos, l'une montrant le pavillon du frère Beck de style néogothique avec Notre-Dame de Lourdes, et à droite la pagode en ruine de la colline de Shoshan. Alors pourquoi associer ces deux constructions et les mettre dans un cadre art nouveau, probablement dessiné par un orphelin de Touchement? Pourquoi? La signification est claire, c'est toujours cette confrontation d'une religion ancienne qui est finie, qui est en ruine, et d'une religion nouvelle qui va réjuvéner la Chine décadente de la fin de l'ère Qing en lui ouvrant les portes vers l'universalité, vers la modernité et vers d'autres valeurs. Et dans cet esprit-là, il faut comprendre le style gothique, non comme quelque chose de rétro, mais comme quelque chose, comme un style d'une modernité, ou en tout cas d'une modernité religieuse. Et enfin, cet édifice actuel qui combine ces différents axes, qui combine trois axes, un axe longitudinal, l'axe chrétien, l'axe transversal qui est l'axe chinois, sud-nord, et un axe vertical, la tour, avec la statue mariale au sommet, qui est un axis mundi, donc le connecteur au sommet de la colline avec le ciel. Et c'est en fait le résultat d'une évolution d'un plan central octogonal, qui lui-même répondait à un autre plan central octogonal, de deux traditions différentes, de l'église ressemblant à une villa palladienne, donc plan central mais orienté vers le sud. L'étape du frère Beck qui est importante puisqu'elle va introduire la combinaison du plan central et du plan longitudinal. Le père de Mourlose basé sur Arlon qui est un plan symétrique avec un transept très large, qui est en fait aussi large que la nef, mais pas d'abside vers le nord, et puis le plan roman du père de Mourlose qui lui arrive à cette maturité qui combine les trois axes que nous avons ici et qui, et ça c'est la clé de toute l'histoire, combine trois identités mariales différentes. Donc vous avez sur l'axe transversal sud-nord le tableau du feu, sur l'axe longitudinal Notre-Dame Auxiliatrice, et puis sur l'axe vertical cette création de Notre-Dame de Shanghai, de Shoshan, je ne sais pas s'il y en a un en particulier, mais qui est au sommet. Et donc ces trois identités, qui ne sont en fait que trois faces évidemment de la même divinité de Marie. Enfin, la perception. Ça c'est une des questions probablement les plus intéressantes. Comment les Chinois percevaient-ils ou perçurent-ils cette construction au sommet de la colline? Il y a quelques textes qui montrent que, en particulier, les gens des villages avoisinants étaient furieux. Parce que, d'abord, cette prise de possession des lieux de temple qu'ils avaient connus avant le Taiping, et puis, vous imaginez que cette colline était remplie de sépultures, en particulier son flanc sud. Donc, les jésuites ont eu des conflits permanents avec les villages avoisinants, et ils notent d'ailleurs eux-mêmes qu'il n'y a pas de conversion dans les villages. Les grandes conversions, c'est toute la population sur les bateaux, c'est les pêcheurs, et eux, ils sont très, très vite, ils se comparent aux apôtres qui sont appelés par le Christ.
Donc cette population très marginale des pêcheurs va se convertir et va être la grande population locale qui va venir à Shushan, très évidemment la population de Shushan. Vous avez la perception évidemment des chrétiens qui viennent là. Ici vous avez les séminaristes de Shujahwe qui sont en excursion avec leur parasol et qui posent ici devant la colline. Vous avez bien entendu des pèlerins, les jours d'affluence, vous avez également les dévotions individuelles. Et puis vous avez toutes sortes d'autres gens qui viennent sur cette colline. Ceci est une photo que j'adore, c'est une photo prise par un frère chinois, un orphelin de Touchanoine qui entre à la compagnie, qui devient un frère, qui devient le responsable de l'atelier photographique. C'est lui qui prend la plupart des belles photos, mais bon, celle-ci est signée, c'est écrit à l'arrière, et même écrit à l'arrière quel type d'appareil il a utilisé. Et il prend une photo ici de deux collègues qui sont d'autres frères chinois, donc ce ne sont pas des frères jésuites savants, et ici un groupe d'enfants de pêcheurs qui vont à l'école. Ils ont ouvert une petite école au pied de la colline. Et regardez comme ils sont heureux, c'est une photo qui n'est pas posée du tout, c'est pas du tout une photo d'école là comme il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a dû y avoir une bonne blague et tout le monde rit. Et on voit ici l'arrière de la basilique et quelques chiens. Donc ce sont des moments aussi d'autres choses ou des moments... Bon. Par contre, ces jésuites et leur vie autour de la colline ont dû poser pas mal de questions aussi aux riverains. Et c'est dire cette photo ici qui est sur la couverture du livre, où l'on voit deux jésuites avec leurs casques coloniaux qui font du rowing sur le canal. Et un grand-père et un petit-fils qui regardent d'un air, je ne sais pas, étonné ou méprisant, je ne sais pas. Et le bœuf, lui, est totalement indifférent à ce spectacle qui se déroule au pied de la colline. Par contre, les jésuites de l'observatoire, mieux équipés et plus modernes, possédaient un hydroglisseur qui s'appelait le Nautilus. On reste là dans le Jules Verne et dans la modernité. Donc un bateau qui leur permettait de relier Shujahwe et Shushan en, je crois, 40 minutes, quelque chose comme ça. On peut imaginer cet engin moderne faisant du bruit et pétaradant à travers les rizières. Et quel genre de sentiments ça devait générer auprès des personnes. Et voilà de nouveau cette association entre la nouvelle église telle que terminée, les nouvelles images qui vont promouvoir ce pèlerinage, Notre-Dame Auxiliatrice, et cette tour qui de loin dans la brume peut même faire penser à une pagode avec son couronne. L'observatoire est juste derrière, donc c'est vraiment vu du côté ouest. Enfin, les différentes étapes, le pèlerinage au niveau local, le tableau et la petite chapelle, cela ne dure que 2 ans, le vœu en 1870, le pèlerinage au niveau régional, Notre-Dame Auxiliatrice, l'église dite église du vœu, et puis le développement au niveau national avec la grande basilique, la Vierge de la Tour, et puis ces différentes... dans les années 40, devient basilique mineure dans la Vierge. Et ensuite, des années 50 à 1980, c'est la fermeture totale du pèlerinage. L'église est quasiment neuve à ce moment-là, elle est très solide. À quoi peut-on l'utiliser? Eh bien, elle sert de salle de récréation aux gens qui travaillent à l'observatoire. Donc on y joue au basket et au bingo. Et probablement qu'on entrepose du matériel, etc. Puisque cet observatoire se développe. On ajoute une troisième coupole, un troisième télescope, et puis un nouveau bâtiment qui est construit de l'autre côté. Et donc ça reste jusque dans les années 90 un des observatoires principaux, l'observatoire numéro 1, et puis celui de Nankin aussi qui est très important. Et puis nous voyons que la communauté chrétienne, le site lui est restitué, pas l'observatoire, mais la basilique, c'est la basilique ici, en 1980, et à partir de 89 et puis 2002, cet édifice devient du patrimoine. Donc on voit ce mouvement de patrimonialisation qui exprime évidemment aussi la perception de ce bâtiment par les gouvernements chinois, ou le gouvernement d'abord au niveau de Shanghai, et puis au niveau de la province de Shanghai, donc il est protégé au niveau provincial. L'observatoire est un monument national, donc
il est d'un intérêt plus important. Donc vous voyez la patrimonialisation qui fait partie également de cette perception. Voilà, je crois avoir répondu aux quelques questions qu'on se posait au début. Je crois avoir été assez long. Donc je termine par un très bref petit mot à propos du livre qui paraîtra dans quelques jours, et qui est un livre qui paraît dans une collection d'histoire de l'architecture moderne à Shanghai. Donc c'est un livre sur l'histoire de l'architecture, mais qui touche évidemment à tous les aspects que nous avons vus ici ensemble, étant donné que l'architecture n'est jamais quelque chose d'abstrait ou de déconnecté de son contexte, décontextualisé. Au contraire, et certainement des bâtiments qui ont une charge symbolique aussi importante que celui-ci. J'ai publié un article en français dans le bulletin monumental en 2018, donc ça je tiens à votre disposition sous forme digitale, et une version anglaise de ce livre aussi paraîtra l'année prochaine. Pourquoi en anglais? Parce que ça touche un marché qui est plus large, et notamment américain, qui est évidemment un marché important pour ce genre de sujet, et l'accent il sera davantage mis sur la prise de possession d'un site bouddhiste par la religion, par ce pèlerinage catholique. Voilà. Si vous avez des questions à poser après ce pavillon, Peut-être avec ça. ou peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des questions rapidement, alors. Très rapidement. Une, deux, Christine. Oui, pour la carte du ciel qui a été... est-ce que c'était financé par le gouvernement français ou est-ce que c'était... Comment ça s'articulait pour la construction de cet observatoire gigantesque? C'était les jésuites qui ont construit, mais c'était un projet astrologique français mondial, ce que j'ai pu comprendre. Oui, ce sont des détails que je ne connais pas. Il y a, à propos de l'observatoire, une littérature spécifique et abondante, notamment sur tous les observatoires jésuites dans le monde, encore aujourd'hui, et sur les aspects techniques, les aspects financiers. Je crois que, évidemment, les activités météorologiques étaient financées par la ville et le gouvernement, puisqu'ils bénéficiaient évidemment de l'activité maritime. Mais ici, les activités astronomiques, je ne peux pas répondre à votre question. Qui est tout à fait une excellente question. Et je ne sais pas combien ça a coûté non plus, donc ce sont des sources que l'on ne trouve pas. Céline. Oui, une petite question. Les vitraux ont-ils été faits, les vitraux de la basilique des années 30, ont-ils été fabriqués en France ou sur place? Alors, les vitraux ici ne sont pas des vitraux anciens. Donc les vitraux que vous voyez aujourd'hui sont des vitraux très récents, je crois de facture allemande, ils ont été offerts par... mais chaque fois que je vais, il y a plus de vitraux. Donc il y a clairement un programme que l'on observe dans de nombreuses églises d'ailleurs. À Touchanois, on produisait des vitraux. Oui, c'est parce que c'est le sens de ta Donc, question. Oui. mais je ne sais pas s'il y en a eu. Il y a très certainement des vitraux étaient prévus, mais je ne sais pas s'ils ont été réalisés. L'église a été achevée en 1936 et en 1937 c'est la guerre. Hein, donc je ne sais pas s'ils ont été réalisés ou si l'un ou l'autre a été réalisé. Aujourd'hui il y a également des mosaïques. Dans l'abside du chœur il y a une grande mosaïque. Donc l'église s'enrichit, mais des vitraux. On aimerait en savoir plus. Là, de nouveau, pour cette énorme église, j'ai trouvé deux plans. L'un est un plan de détail d'un chapiteau et l'autre est un plan du maître-autel. Donc c'est vraiment très très peu. Pas de nom, pas de date, pas de nom d'entrepreneur, pas de nom d'artiste, pas de nom de... Question complémentaire, est-ce que vous savez d'où venaient les cloches? Est-ce que les cloches ont des détails dessus? En France, il y a une cloche aujourd'hui qui a une inscription anglaise, mais je doute qu'elle soit d'origine. J'ai vu pas mal de cloches d'origine française en Chine. Généralement, elles sont produites chez Paccard à Annecy.
Donc j'en ai vu. Oui, non, là je peux vous faire une liste, j'en ai vu plusieurs. Je prends systématiquement des photos et je note les inscriptions, puisqu'elles portent des dates généralement. Donc avec les étudiants, on était à Yichang, dans la partie ouest du Hubei, et dans la cathédrale, une cloche, Bakar, ainsi. À plusieurs endroits. Au fin fond du Yunnan, aussi. Ouais. Mais, voilà, à Shanghai en général, elles ont été fondues, détruites au moment de la révolution culturelle. Je me demandais, est-ce qu'elles étaient produites localement ou est-ce qu'elles venaient aussi de France? Tushanwan produisait aussi des cloches. Mais je ne sais pas s'il produisait les grandes cloches, mais produisait des cloches. À Yichang, on m'a expliqué que toutes les barres à béton avaient été transportées par les navires militaires français faisant la navette sur les Yangtze. C'était la manière d'aider. Je propose peut-être d'arrêter Oui, les oui, questions, oui, parce qu'on